avec la même lame qui les a créés. Ceci est l'une de ces histoires, non aseptisée, non édulcorée, mais racontée exactement telle qu'elle s'est déroulée en cet été étouffant de 1847, lorsque l'amour et la vengeance se sont affrontés à Charleston, en Caroline du Sud, et ont changé à jamais le sens de la résistance. Avant de commencer ce voyage dans les ténèbres et la défiance, permettez-moi de vous demander d'où nous regardez-vous aujourd'hui. Et si cette histoire touche quelque chose de profond en votre âme, appuyez sur le bouton « J'aime » et partagez-la avec le monde. Parce que certaines vérités sont trop importantes pour être chuchotées. C'est l'histoire vraie d'Elijah Williams, l'homme esclave gay qui n'a pas fui quand ils ont assassiné son amant. Il est resté, il a planifié. Et il s'est assuré que son maître apprenne exactement ce que signifiait enlever l'amour à un homme qui n'avait plus rien à perdre. La brume matinale de Charleston s'accrochait au pavé comme des secrets, et dans l'atelier de sculpture, derrière la plantation Harland, Elijah Williams, 32 ans, façonnait le bois avec des mains qui avaient appris à cacher leur tremblement. 10 ans qu'il appartenait à maître Richard Harland. 10 ans de « oui, monsieur » et « non, monsieur » et de rage ravalée jusqu'à ce qu'elle fasse partie de sa composition sanguine. Mais Elijah portait quelque chose que Richard Harland ne pouvait posséder, ne pouvait briser, ne pouvait même pas comprendre. L'amour. Un amour profond, défiant, dangereux pour Samuel Carter, un ouvrier agricole dont le sourire pouvait faire oublier à Elijah le poids des chaînes, dont le toucher dans l'obscurité derrière la grange à tabac rendait la liberté possible. « Il nous surveille », murmura Samuel un soir humide, son souffle chaud, contre l'oreille d'Elijah, tandis qu'il faisait semblant de vérifier la clôture. Sa voix portait la peur, mais en dessous, quelque chose de plus dur, de la résolution. Les mains d'Elijah s'immobilisèrent sur le poteau en bois. Il l'avait senti aussi, des yeux dans l'ombre, des murmures qui cessaient à son passage, la façon dont le contremaître Jenkins lui souriait avec des dents comme des promesses brisées. « Qu'il nous surveille », murmura Elijah, sa voix ferme alors que son cœur ne l'était pas. « Il n'y a pas de loi contre deux hommes qui parlent de poteaux de clôture. » Mais ils savaient tous deux que ce n'était pas la conversation qui avait attiré l'attention. C'était la façon dont la main de Samuel s'attardait sur celle d'Elijah en lui tendant des outils. La façon dont ils trouvaient des excuses pour travailler l'un près de l'autre. La façon dont l'amour, le véritable amour, a sa propre lumière, qu'aucune prudence ne peut complètement dissimuler. Samuel se tourna, ses yeux sombres reflétant la lumière des étoiles et quelque chose de plus profond. « Elijah, s'ils viennent nous chercher, ils ne viendront pas, dit Elijah. » Mais les mots avaient un goût de mensonge. À Charleston, la suspicion était une preuve, l'accusation une condamnation, et l'amour entre hommes esclaves était un crime passible de mort. Ils connaissaient tous deux les histoires. Ils en avaient tous deux vu les conséquences. Ce qu'aucun des deux hommes ne savait, c'est que Thomas Harland, le fils du maître, avait déjà pris sa décision. Il avait observé, catalogué, construit son dossier avec la patience méthodique d'un prédateur. Non pas par indignation morale, Thomas Harland n'avait jamais prétendu à la moralité. D'après quelque chose de plus froid, le besoin de rappeler à chacun sur sa plantation qui contrôlait exactement la vie, la mort et tout le reste. Le piège se referma un mardi soir. La lune pendait comme une promesse, brisée au-dessus de l'horizon de Charleston. Samuel n'est jamais arrivé à leur lieu de rendez-vous derrière la grange. Au lieu de cela, Elijah attendit dans les ombres, son cœur tambourinant contre ses côtes, jusqu'à ce qu'il entende ce que chaque esclave apprenait à reconnaître, le son d'une violence organisée et délibérée, des cris, des bruits de pas qui courent, des aboiements de chiens, et sous tout cela, une voix qu'Elijah aurait reconnue à n'importe quelle distance, criant son nom. « Samuel !» souffla Elijah et sortit des ombres vers le son. Il les trouva dans la clairière où se déroulaient les punitions publiques, un cercle infernal éclairé par des torches et entouré de chaque esclave de la plantation. Audience forcée d'une justice forcée.
Samuel s'agenouilla au centre, les mains liées dans le dos, le sang peignant déjà son visage d'une teinte sombre sous la lumière vacillante. Richard Harland se tenait au-dessus de lui comme un dieu rendant son jugement, mais c'était Thomas qui tenait le fouet, Thomas dont les yeux brûlaient de la fièvre d'un homme se prouvant par la cruauté. Elijah Williams, la voix de Richard transperça l'air nocturne comme une lame. « Avance !» Les pieds d'Elijah bougèrent sans pensée consciente, le portant dans le cercle de la lumière des torches, dans le théâtre de la punition où l'amour était sur le point d'être assassiné devant ses yeux. « Ce garçon prétend que vous l'avez forcé à commettre des actes contre nature, » continua Richard, sa voix portant le ton désinvolte d'un homme discutant de la météo. « Il prétend que vous l'avez menacé, l'avez contraint à pécher contre Dieu et la nature. » Le mensonge frappa Elijah plus fort qu'aucun fouet n'aurait jamais pu le faire. Les yeux de Samuel rencontrèrent les siens à travers l'espace qui les séparait, et en eux, Elijah lut tout, l'apologie, le désespoir, l'amour et la terrible compréhension qu'une confession, sous la torture, ne signifiait rien d'autre que la survie. « Ce n'est pas vrai, » dit Elijah, sa voix ferme malgré le tremblement de terre dans sa poitrine. « Samuel n'a jamais... » « Silence, » grogna Thomas, levant le fouet. « Nous avons des témoignages, nous avons des preuves. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est d'un exemple. » Le premier coup peignit une ligne rouge sur le dos de Samuel. Le deuxième déchira la peau. Au cinquième, les cris de Samuel s'étaient dissous en quelque chose au-delà des mots, au-delà du son humain, dans la grammaire brute de l'agonie. Elijah regarda chaque coup atterrir sur le corps de son amant et le sentit se graver dans son âme. Ce n'était pas une punition, c'était un meurtre rituel, lent et public, conçu pour tuer quelque chose en chacun des spectateurs. L'espoir, la défiance, l'idée dangereuse que l'amour pouvait exister dans un lieu bâti sur la haine. « S'il vous plaît », murmura Elijah, le mot arraché d'un endroit profond qu'il n'avait jamais exploré auparavant. « S'il vous plaît, il n'a rien fait de mal. » Richard Harland sourit, l'expression plus terrifiante qu'aucun cri. « Rien de mal, garçon, il t'aimait. C'est un crime suffisant. » Le passage à tabac continua jusqu'à ce que Samuel ne puisse plus s'agenouiller, jusqu'à ce que le sang s'accumule dans la terre, jusqu'à ce que son souffle vienne en de courts halètements qui sonnaient comme des prières auxquelles aucun Dieu ne répondrait. Et puis, lorsque le bras de Thomas se fatigua et que le fouet se tut, Richard Harland tira un pistolet de sa ceinture. « Que ceci soit une leçon, » annonça-t-il à la foule. « L'amour appartient à vos maîtres, vos corps appartiennent à vos maîtres, vos âmes mêmes appartiennent à vos maîtres. » Et quand vous oubliez, il plaça le pistolet contre la tempe de Samuel. Nous vous le rappelons, le coup de feu résonna à travers Charleston comme le tonnerre, et Samuel Carter, qui avait souri au moqueur et gravé le nom d'Elijah dans son cœur, tomba en avant dans une terre qui se souviendrait de son sang bien après que son nom fut oublié. Mais Elijah ne cria pas, ne pleura pas, ne s'effondra pas. Il se tint dans ce cercle de lumière des torches et sentit quelque chose mourir en lui, quelque chose d'autre naître. Pas de chagrin. Le chagrin était trop doux pour ce qui grandissait à l'endroit où se trouvait son cœur. C'était une transformation, chrysalide de rage, métamorphose de vengeance. « Nettoyez ça », ordonna Richard, rangeant son pistolet. « Et Williams, vous vous présenterez à la maison demain matin. Nous devons discuter de votre avenir sur cette plantation. » Ils laissèrent le corps de Samuel là où il était tombé. Laissèrent Elijah debout dans le cercle avec les autres esclaves, tous silencieux, tous comprenant que ce qu'ils avaient vu n'était pas seulement un meurtre, c'était un message. Mais les messages, comme les armes, tranchent dans les deux sens. Cette nuit-là, tandis que Charleston dormait et que le sang de Samuel séchait dans la terre, Elijah Williams s'assit dans sa cabane et sculpta. Pas des jouets, pas des outils, pas des pièces décoratives pour la maison du maître. Il sculpta la justice. Il la façonna dans du bois de cyprès, tranchante et courbée comme un croissant de lune, comme un sourire de travers, comme la lame qui allait bientôt enseigner à Richard Harland exactement ce qui arrivait quand on assassinait l'amour.
Ses mains bougeaient avec une précision chirurgicale, la mémoire musculaire guidant le couteau à travers le grain du bois, tandis que son esprit explorait des territoires plus profonds. Il ne s'agissait pas de vengeance. La vengeance était personnelle, ardente, immédiate. Il s'agissait de correction, à propos de l'équilibre des comptes écrits dans le sang, à propos de s'assurer que la mort de Samuel Carter signifiait quelque chose de plus qu'un divertissement pour des démons blancs qui se disaient chrétiens. À l'aube, la lame était achevée, fine, tranchante, mortelle. Elijah l'enveloppa dans un tissu, la cala contre son corps et marcha vers la maison principale comme un homme qui se présente au travail. Ce qu'il était, d'une certaine manière. Le manoir Harland s'élevait du sol de Charleston comme un monument au travail volé, ses colonnes blanches et ses larges vérandas bâties sur des fondations de dos brisées et de salaires impayés. Elijah avait déjà parcouru ces couloirs, livrant des meubles, réparant des installations, toujours invisibles, toujours silencieux. Aujourd'hui, l'invisibilité deviendrait une arme. Richard Harland attendait dans son bureau, entouré de livres qu'il n'avait jamais lus et de meubles qu'Elijah avait fabriqués. Il leva les yeux quand Elijah entra, ses yeux portant la satisfaction paresseuse d'un homme qui avait réaffirmé sa dominance et s'attendait à de la gratitude pour la leçon. « Ah, Williams !» Ponctuel, comme toujours. Richard désigna une chaise en face de son bureau. « Asseyez-vous, nous devons discuter du désagrément d'hier. » Elijah resta debout. « Qu'en est-il, maître Harland ? Les actions du garçon ont mal reflété votre influence. Sa corruption suggère la corruption chez ceux qui l'entourent. Je suis préoccupé par votre caractère moral. » Richard s'adossa à sa chaise, étudiant Elijah comme un scientifique examinant un spécimen. « Mon caractère moral, » répéta Elijah, sa voix plate comme une pierre de rivière. En effet, la question qui se pose est de savoir si vous pouvez continuer à servir cette maison avec la dignité chrétienne appropriée ou si votre association avec ceux déviants a compromis votre valeur pour cette famille. Le mot « déviant » planait dans l'air entre eux comme de la fumée et Elijah sentit la lame enveloppée se déplacer contre ses côtes. Samuel n'était pas déviant. Samuel était une lumière pure sous forme humaine. Était un rire qui pouvait chasser les nuits les plus sombres de Charleston. Était l'amour fait chair et marchant dans un monde qui ne pouvait reconnaître sa propre salvation. Samuel Carter était un homme bon, dit calmement Elijah. Les sourcils de Richard se levèrent. L'était-il? Un homme bon ne s'engage pas dans des actes contre nature. Un homme bon ne corrompt pas les autres avec ses perversions. Un homme bon ne s'impose certainement pas à ses compagnons esclaves. Il n'a jamais rien forcé à personne. Les mots sortirent plus durement qu'Elijah ne l'avait voulu, portant une acuité qui fit plisser les yeux de Richard. « Me contredis-tu, garçon ?» La question portait un poids au-delà de ces mots. À Charleston, dans le sud d'avant-guerre, la contradiction était la rébellion était la mort. Mais Elijah avait déjà vu l'amour mourir. Que restait-il à perdre? Je vous dis la vérité, maître Harland. Samuel Carter n'a jamais fait de mal à personne de toute sa vie. Ce que vous avez tué hier n'était pas la corruption. C'était la meilleure chose sur cette plantation. Peut être la meilleure chose dans toute cette ville maudite. Le silence remplit le bureau comme l'eau remplit une tombe. Richard Harland fixa Elijah avec la prise de conscience lente que sa propriété lui parlait d'égal à égal, osait corriger son jugement, agissait comme un être humain avec des opinions, des sentiments et la dangereuse conviction que la vérité importait plus que la soumission. « Je vois, » dit Richard finalement, sa voix portant une nouvelle froideur. « La corruption est plus profonde que je ne le pensais. » Il se leva, se déplaçant autour du bureau avec une grâce de prédateur. « Peut-être avez-vous besoin de la même leçon qui a remis votre ami à sa place. »« Peut-être, » acquiesça Elijah, et sa main trouva la lame enveloppée sous sa chemise. « Mais pas la leçon à laquelle vous pensez. » Ce qui arriva ensuite prit moins d'un battement de cœur et changea Charleston pour toujours. La main d'Elijah émergea de sa chemise, tenant du bois de cyprès façonné comme une rétribution divine. Richard Harland eut le temps d'enregistrer la lame.
le temps de comprendre ce qui allait se passer, le temps d'ouvrir la bouche pour un cri qui ne viendrait jamais. La lame trouva sa cible avec une précision chirurgicale, guidée par des mains qui avaient passé 32 ans à créer la beauté et créaient maintenant la justice. Le cri de Richard Harland, quand il surgit enfin, n'était pas humain. C'était le son que fait l'enfer quand il se reconnaît. Elijah se tint au-dessus de son ancien maître, regardant le sang s'étendre sur le tapis importé, regardant l'homme qui avait assassiné l'amour apprendre exactement ce que coûtait la mort de l'amour. Il ne courut pas, ne se cacha pas, ne s'excusa pas. Il se tint simplement dans ce bureau tapissé de livres et parla à la silhouette se tordant sur le sol. Vous avez dit que Samuel n'était pas naturel, qu'il était la corruption, qu'il était un déviant. La voix d'Elijah portait le calme d'un homme qui avait trouvé une clarté parfaite. Mais Samuel aimait proprement, aimait purement, aimait comme Dieu l'avait voulu avant que des hommes comme vous n'apprennent au monde à haïr. Les réponses de Richard Harland s'étaient dissoutes en sons animaux, communication primitive d'un esprit essayant de traiter une douleur impossible. Ce que vous êtes maintenant, continua Elijah, moins qu'un homme, pleurant comme un bébé, saignant comme un cochon égorgé, voilà à quoi ressemble la corruption. Voilà ce qui arrive quand on assassine l'amour et qu'on pense qu'il va rester silencieux. Il s'agenouilla à côté de Richard, assez près pour chuchoter. Samuel Carter était mon cœur. Vous avez arraché mon cœur et vous vous attendiez à ce que... Je continue à respirer comme si rien ne s'était passé, mais les cœurs, quand ils sont arrachés, ils doivent aller quelque part. Le mien est allé dans cette lame. Et maintenant, vous savez ce que mon cœur ressent. Elijah se leva, essuya la lame sur la chemise de Richard et marcha vers la porte. Derrière lui, le médecin le plus éminent de Charleston, le citoyen le plus respecté, le chrétien le plus craignant Dieu, gémit comme un enfant, diminué d'une manière qu'aucune richesse ou statut ne pourrait restaurer. « À l'aide » murmura Richard, le mot à peine audible. Elijah s'arrêta dans l'encadrement de la porte, se retourna. « Vous voulez de l'aide? Priez ce Dieu que vous avez utilisé